président de la République, c'est être chef de l'État. Et si j'accède à cette responsabilité, je ne serai pas en même temps chef de majorité, c'est le Premier ministre, chef de parti, ce n'est pas le rôle du président, et pas non plus chef de tout, pour non plus être responsable de rien. Avec toute l'expérience qui est la mienne, je n'ai jamais pu croiser le regard anéanti d'une mère dont la fille avait été agressée, puis assassinée sans être bouleversée, et sans essayer non pas d'apaiser son chagrin, mais de lui donner des raisons d'espérer dans la justice de notre pays. Répétez-le, partout, à tous, sur tous les tons. Je suis la seule candidate de la nation. Je suis cette exception française dans l'élection. Je propose donc que, 1, on interdise les financements privés, que 2, ce soit uniquement le financement public qui assume le financement des campagnes avec les contrôles appropriés et en limitant sévèrement les dépenses. Jean-Luc Mélenchon le dit, son modèle dans le genre, c'est Mitterrand. Je crois qu'il y a beaucoup de travailleurs qui se souviennent, qui ont encore en mémoire, et puis sur le cœur aussi, les trahisons et les abandons de Mitterrand, qui avait quand même promis beaucoup de choses. Une élection, c'est un échange. Et il y aura moins d'émissions politiques que pour la primaire socialiste. Ça veut dire qu'une élection privée d'un parti politique a eu plus d'antennes que le premier tour de la présidentielle française. Autre personnalité politique sur le plateau de France 2012, j'accueille Pierre Moscovici. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le directeur de campagne de François Hollande. Un mot de réaction, ce grand débat à 10, François Hollande n'y est pas favorable. Bon, il y a le problème que souligne Nicolas Dupont-Aignan, celui des règles télévisuelles qui ont été fixées par le Conseil constitutionnel, qui font qu'effectivement il y a un rationnement. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. On est passé de l'équité entre les formations politiques à l'égalité, qui fait que tous les candidats sont strictement à égalité. Alors pour ce qui est de ce grand débat-là, nous avons pris une position. Un débat à 10. C'est pas forcément quelque chose qui est audible, pas forcément quelque chose qui est compréhensible. C'est pas forcément ce qui donnera une bonne image de la politique, ou la meilleure en tout cas avec les candidats à la présidentielle. Donc nous aurons un représentant dans ce débat s'il a lieu. Autre point d'actualité, à 18 jours de l'élection, je commente la situation en France avec un nouveau coup de filet dans les milieux intégristes islamistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il fallait faire ce travail pour éviter que ne surviennent à nouveau des drames comme ceux de Toulouse, où vous avez une approche plus critique ou nuancée? Non, j'en pense plusieurs choses. J'en pense que chaque fois qu'on démantèle une filière islamiste, un réseau islamiste, chaque fois qu'on affaiblit la virtualité, la possibilité d'un attentat terroriste, je m'en réjouis. J'en suis satisfait, j'en suis content, c'est nécessaire. Et si demain François Hollande est président de la République, la lutte contre le terrorisme sera au cœur de ses priorités, comme d'ailleurs la lutte contre l'insécurité. La sécurité, c'est un bien partagé. C'est la première des libertés pour les Français. Et vous savez, on accuse souvent les socialistes de naïveté ou d'angélisme. Ça n'existe pas. Ou en tout cas, ça n'existe plus. Et c'est François Hollande qui rétablira des postes de policiers, de gendarmes, etc. Mais j'ai quand même deux réflexions complémentaires, au-delà de ce fait que je salue le travail qui est fait. Première réflexion, on aurait quand même pu faire des choses avant. C'est vrai avant le drame de Toulouse. Avant le drame de Toulouse et puis avant maintenant. Ouais. On est quand même à quelques semaines, à 4 semaines du deuxième tour de l'élection présidentielle, à 18 jours du premier. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit regret et de se demander si. Vous voyez ce que je veux dire. Puis ma deuxième réflexion, c'est sur le fait qu'il ne faut pas confondre le travail contre les filières islamistes, ça c'est légitime, et la communication. On est quand même parfois surpris de voir qu'en même temps que ces coups de filet se font, c'était le cas pour le précédent, les caméras étaient là. Et donc, opération policière, oui. Opération antiterroriste, oui. Opération anti-filière islamiste, oui. Opération de communication, franchement, non.
Alors nous allons venir dans la campagne. Le principe de cette émission, nous allons vous poser des questions relatives notamment à la politique internationale étrangère que serait celle de François Hollande. Et puis nous allons rencontrer un certain nombre de confrères, que ce soit en Suisse, que ce soit un peu plus tard en Pologne. Je voudrais simplement vous demander d'un mot, même si on n'aime guère commenter les sondages, il semble que l'écart se resserre notamment au premier tour entre les deux principaux candidats. Est-ce que le doute a changé de camp chez les socialistes, qui étaient en tête depuis des mois et des mois? Non, moi, je vous parle là aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans l'inquiétude. Notre attitude, c'est la confiance et la combativité. La confiance, parce que je veux bien que les sondages aient un peu changé au premier tour. Il est vrai que Nicolas Sarkozy a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'autres candidats de droite que lui. Il y en avait d'autres en 2007, et ça faisait un total pour les voix de droite de 35%. Aujourd'hui, s'il atteint 28-29, c'est le maximum. Et il n'a pas de réserve de ce côté-là. Et deuxièmement, il a fait un travail pour tenter d'attirer à lui les électeurs de Marine Le Pen. On a vu des images qui allaient dans ce sens-là très clairement. Des électeurs de François Bayrou aussi, au nom du vote utile. Et en face de ça, on a un François Hollande qui est extrêmement solide au premier tour. S'il faisait les 27-28% qu'on lui prête, ce serait, somme toute, le deuxième score d'un socialiste à l'élection présidentielle dans l'histoire de la Ve République, après François Mitterrand, l'année de sa réélection. Oui. Rendez-vous compte. Donc c'est dire que ce n'est pas une mauvaise situation. Et puis, il y a le total des voix de gauche qui est très élevé, le plus élevé depuis 1980. Ça ne s'est jamais produit. 44-45%. Et enfin, il y a le second tour, du coup, qui sont plutôt en train de reculer pour Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a une tendance lourde, forte, c'est l'aspiration au changement et au changement de président. Donc voilà pour la confiance. Mais je dis combativité aussi. Ne pensez pas que nous regardons ça sans y penser, sans y réfléchir et sans réagir. Parce qu'en effet, nous savons que Nicolas Sarkozy est une bête politique, qu'il fera tout pour conserver le pouvoir. Et donc nous ne sommes pas comme ça endormis sur nos lauriers. Confiance, combativité. Mais je crois sincèrement que cette élection sera celle du changement. Je le souhaite et on se bat pour ça. Alors je vais vous montrer, avant que nous ne partions à Genève dans un instant, deux panneaux, un sondage réalisé avec nos confrères du petitjournal.com, qui ont demandé donc aux Français établis hors de France, un corps électoral important, plus de 1 million de personnes, ce qu'ils votent au premier tour. On voit Nicolas Sarkozy largement en tête devant François Hollande. Ce qui est intéressant également, c'est ce qui se passerait au deuxième tour avec ce corps électoral des Français établis hors de France que nous saluons. On voit avec une incertitude de 2 points pratiquement un coude à coude entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Constatons qu'il y a 5 ans, Ségolène Royal était à 45%, alors que Nicolas Sarkozy est à 55%. Un resserrement dans ce corps électoral. Oui, on estime que de façon traditionnelle, trop traditionnelle, que les Français de l'étranger sont naturellement acquis à la droite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Nicolas Sarkozy avait créé des circonscriptions qu'il pensait être sur mesure pour la droite. Et moi, je pense qu'il y aura des députés demain, des Français de l'étranger, qu'il y en aura beaucoup. Et peut-être même une majorité qui seront de gauche. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une évolution sociologique et donc une évolution politique aussi des Français de l'étranger. Parce que les 55-45 de Ségolène Royal étaient déjà un score historique. On était plutôt dans les 60-40 avant. Et là, on va vers les 50-50, ce qui veut dire que les Français de l'étranger ne sont pas à côté. Ce sont des Français qui vivent à l'étranger. Ce sont des Français qui sont attachés à leur pays. Moi, je ne les considère pas comme étant des étrangers. Ils ne le sont pas. Et ils ont donc les mêmes préoccupations politiques que nous. Ils en ont d'autres qui sont spécifiques. Et regardant cette campagne, eux aussi éprouvent le désir du changement. Eh bien, moi, je me fixe et je nous fixe un objectif, c'est que François Hollande soit majoritaire chez les Français de l'étranger. Et je profite d'être ici pour lancer un appel. J'appelle les Français de l'étranger à participer au grand mouvement du changement, parce que ça les concerne aussi, d'avoir un président qui redresse le pays, qui le rende plus juste, et puis peut-être aussi une autre action dans le monde. On reviendra sur les législatives dans d'autres émissions, puisque, vous le disiez, ces Français établis hors de France, pour la première fois, pourront voter pour 11 députés, leurs députés en quelque sorte. Nous partons tout de suite à Genève, retrouver Darius Rochebin. Bonjour Darius, donc vous suivez notre échange depuis votre studio de Genève. Je ne vous repose pas la question de savoir si on s'intéresse à cette élection depuis Genève. Vous nous répondez fréquemment qu'il y a une passion, il y a un regard sur ses voisins. Quelles seraient les questions que vous auriez envie de poser à Pierre Moscovici, directeur de campagne de François Hollande? Ce qui frappe ici en ce moment, c'est le phénomène Mélenchon. Même des socialistes suisses disent « si j'étais socialiste en France, je voterais Mélenchon ». Et on a l'impression, même si on laisse de côté les chiffres, que l'enthousiasme, la passion, la surprise est de son côté. Est-ce que ça, pour vous, ça n'est pas un grand échec ? Écoutez, rendez-vous le jour du 22 avril, c'est le premier tour. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui,
Jean-Luc Mélenchon représente une gauche différente de la nôtre, mais je continue de penser que la gauche qui change, que la gauche qui agit, que la gauche qui transforme, que la gauche qui réforme, et puis que la gauche qui peut gagner, c'est la gauche avec François Hollande. Et c'est pour ça que, je le dis, le vote pour gagner au premier tour, je le dis aux Français qui vivent en Suisse, je le dis même à mes amis socialistes suisses, dont je connais certains tropismes parfois, y compris par rapport à nous, eh bien, je dis que le vote qui permet d'avoir un autre président, c'est le vote pour François Hollande. Et quand on se trouve dans la situation où nous sommes nous-mêmes, avec un candidat solide, avec un candidat qui a la confiance des Français, avec un candidat constant et cohérent, non, on ne se dit pas qu'on a échoué parce que le total des voix de gauche s'accroît. La Suisse, c'est aussi l'exil fiscal. En ce moment, on voit chez les avocats, les notaires, les banques en Suisse des gens qui ont un peu de fortune française qui viennent en disant « si Hollande gagne, je m'en vais ». Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour vous quand même? Vous allez faire fuir beaucoup d'argent. C'est un peu paradoxal parce que dans la première question, vous m'avez expliqué que Jean-Luc Mélenchon était formidable et la deuxième qu'il ne fallait pas effrayer les fortunes. Ce ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ça ne doit pas être les mêmes. J'ai bien compris, mais pardonnez-moi, je ne pouvais pas m'empêcher de relever cela. Mais enfin, la mesure sur les exilés fiscaux, elle a été annoncée par Nicolas Sarkozy et reconnaissons qu'elle a été annoncée de façon assez irréaliste parce que si on voulait le faire comme il le propose, il faudrait reconstituer l'ensemble des conventions bilatérales que nous avons avec plus de 120 pays. Nous discuterons. Vos 75%, pardonnez-moi, vos 75%, c'est peut-être guère plus réaliste, en tout cas c'est très offensif. Je parlais des exilés fiscaux et je dis que oui, nous discuterons avec la Suisse, avec la Belgique, avec le Luxembourg pour faire en sorte qu'il y ait là une harmonisation des conditions d'imposition. Mais j'en viens aux 75%. Nous sommes un pays, la France, dans lequel il y a eu un quinquennat, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a été marqué par des injustices invraisemblables. Les dirigeants du CAC 40, parce que c'est à eux qu'on pense en premier, se sont augmentés l'année dernière de 34%, alors que leurs entreprises elles-mêmes ont connu des difficultés, pas forcément financières, et surtout ont détruit des emplois. Et nous disons que dans une période de crise exceptionnelle, alors qu'on demande aux Français des efforts exceptionnels, il n'est pas anormal de demander à ceux qui sont les plus riches de contribuer davantage. C'est un acte de patriotisme. Et donc, par rapport à ça... Pardon, soyons concrets. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils sont ici, un Johnny Hallyday, un Gaël Monfils et tant d'autres. Ils vous écoutent là, à l'antenne de TV5, vous leur parlez les yeux dans les yeux. Vous leur dites quoi? Je leur dis qu'ils reviennent. D'abord, ils reviennent s'ils veulent. Je me souviens qu'il y a quelques années, Johnny Hallyday, il semblerait qu'il a un peu changé. En tout cas, on n'a pas entendu ses positions cette fois-ci. Pendant cette élection, avait dit « je reviendrai en France si Nicolas Sarkozy est élu ». Je ne me trompe pas. Je ne crois pas qu'il soit complètement revenu. Gaël Monfils non plus. Moi, j'appelle simplement des citoyens français, parce que ce sont des citoyens français, à se comporter en citoyens français, c'est-à-dire d'être attachés à leur pays. Et oui, quand on a beaucoup d'argent, on peut être dans le geste patriotique. Et somme toute, il y a une chose que je veux ajouter, c'est que les 75%, c'est une tranche marginale au-dessus du million d'euros, mais que si on fait l'imposition moyenne, on n'est pas du tout à ces niveaux-là, évidemment. Darius, mais enfin, encore, si vous permettez, sur le travail, un mot sur le travail, ça frappe beaucoup en Suisse. Dernière question. En Suisse, on a refusé les 6 semaines de vacances. En Suisse, on a 42 heures par semaine, vous en avez 35. Et en plus, on apprend que François Hollande veut offrir la retraite à 60 ans à une partie des Français. Beaucoup se disent les Français vont travailler encore moins, enrichir encore moins le pays. Vous savez peut-être que moi, je suis élu d'une région frontalière de la Suisse. Je suis élu du Doubs, à Montbéliard, et je passe de l'autre côté de la frontière. J'arrive à Port-Entruy, à Delémont, et on travaille d'ailleurs dans ma région avec le Jura, le canton du Jura. Et donc je connais ces problèmes de travailleurs frontaliers. Mais je veux insister sur le fait que nous n'avons pas le même système social. Nous n'avons pas non plus le même système politique, le même modèle social. Et c'est vrai que François Hollande veut défendre le modèle social français, qui est un modèle, somme toute, assez performant, parce que vous avez cité les chiffres par rapport à la Suisse, mais si on compare à l'Allemagne, on travaille plus d'heures annuelles en France qu'en Allemagne. Et le problème n'est pas notre coût du travail, c'est autre chose, c'est notre spécialisation industrielle. Mais par rapport aux 60 ans, je précise la mesure dont nous parlons, c'est pas de revenir à la retraite à 60 ans à taux plein pour tous. Ça, la France, aujourd'hui, n'a plus les moyens de faire cela. Il faudra avoir une discussion globale, notamment sur la pénibilité, sur les carrières des femmes, qui sont parfois interrompues. Mais la mesure que nous prendrons, et nous la prendrons tout de suite, c'est une mesure de justice qui consiste à dire que celui ou celle qui a commencé à travailler à 18 ans et qui a ses annuités cotisées, c'est-à-dire plus de 41 annuités, celui-ci ou celle-là partira à 60 ans. Ça concerne
quelques centaines de milliers de personnes. C'est une mesure qui est financièrement abordable, c'est une mesure de justice. Mais nous sommes aussi, nous, conscients que le système de retraite français doit être réformé, mais pas de la manière injuste dont l'a fait Nicolas Sarkozy. Merci Darius, on vous retrouvera pour une autre émission, autre regard depuis la Suisse, sur cette campagne à 18 jours de l'élection présidentielle. On va aller un peu plus à l'Est, nous partons en Pologne, sur une réflexion sur l'Europe notamment. Michel Wrosinski, donc du bureau de l'AFP, merci d'être des nôtres. Je vais vous poser la question, classique. Vous suivez avec intérêt ce qui se passe actuellement en France, dans cette confrontation des derniers jours de la campagne ? Les Polonais, évidemment, s'intéressent à l'élection française. Ce n'est pas le sujet numéro 1 dans les cafés de Varsovie, mais la presse en parle, les médias en parlent, et surtout dans le contexte européen. Comme vous le savez sans doute, les Polonais sont parmi les plus europhiles en Europe. Et si vous voulez que je vous donne la tonalité des commentaires, eh bien, on exprime l'espoir qu'aucun de deux candidats, s'il est élu, ne tiendra ses promesses électorales, que ce soit pour Nicolas Sarkozy, le projet de réforme Schengen, ou libre que ce circulation, soit la promesse de renégocier le pacte de stabilité faite par M. Hollande. On va justement poser la question peut-être à l'ancien ministre des Affaires européennes que vous êtes. Cette renégociation, on le voit avec l'intervention de Michel ou d'autres courriels que nous recevons, inquiète un peu. Mais je suis un peu étonné de ce que vous dites parce qu'il se trouve que j'ai accompagné François Hollande dans votre pays que je connais bien, j'en suis moi-même originaire, la Pologne, il y a quelques semaines. Et on avait rencontré à l'époque le président de la République, les formations de gauche, mais pas seulement les formations de gauche, les intellectuels. Et moi, j'ai eu le sentiment que les Polonais, y compris les plus hautes autorités du pays, mais je ne veux pas parler en leur nom, n'étaient pas forcément à l'aise avec le traité d'austérité, qu'ils l'avaient signé un peu contraint et forcé. Et que tout le monde en Europe, qu'il soit conservateur, ce qui est plutôt le cas des dirigeants polonais actuels, ou qu'il soit sociodémocrate, tout le monde est conscient qu'il faut ajouter, je dis bien ajouter, à la dimension de la responsabilité budgétaire qui est nécessaire. Il ne s'agit pas de dire n'ayons pas de discipline en la matière. Et nous-mêmes, nous voterons dès l'été une loi de programmation des finances publiques pour dire comment nous réduirons les déficits à zéro d'ici à 2017, parce qu'il faut lutter contre l'endettement. Mais cette responsabilité budgétaire, cet effort budgétaire n'est pas suffisant en soi. Il faut y ajouter une dimension auquel les Polonais aussi sont attachés, la dimension de la croissance. C'est le sens de notre message. Et j'ai eu le sentiment, lors de cette journée, je connais un peu votre pays, qu'il était assez audible, en vérité, plus que celui du président sortant, dont j'ai cru comprendre que, nonobstant des familiarités politiques, il y avait en Pologne quand même un peu d'insatisfaction par rapport à l'idée d'un directoire dont la Pologne serait écartée. Merci pour ce regard, pour cette question depuis la Pologne, depuis Varsovie. Michel, nous retrouverons d'autres correspondants de l'AFP au cours de ces émissions. On change encore de région du monde, puisque nous recevons Vejuna Ravane, correspondante à Paris de The Hindu, le grand journal indien. Je vous interroge également, est-ce que dans la plus grande démocratie du monde, on s'intéresse à ce qui se passe actuellement en France ? On s'intéresse beaucoup effectivement de ce qui se passe en France parce qu'on a des enjeux stratégiques avec la France. On a des contrats pour le nucléaire, pour l'achat des EPR. On a un gros contrat en cours pour l'achat des Rafales, d'ailleurs le seul dans le monde. Mais je dois dire aussi que pour les élites indiennes, et je parle uniquement des élites capitalistes, mais aussi des élites dans le gouvernement, M. Sarkozy serait un meilleur président que M. Hollande. Mais je poserai quand même ma question à monsieur. Un mot de réaction là-dessus ? Ça vous surprend pas peut-être ? Moi, je ne sais pas, j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts avec des amis indiens, notamment des diplomates pendant cette campagne. Je pense qu'ils observent la neutralité qui convient. Mais de toute façon, ce que je sais, c'est que demain, si c'est François Hollande qui, comme je l'espère et le crois, est élu, nous aurons à travailler ensemble et à bien travailler ensemble. Et notamment, on a des relations qui sont bonnes avec le parti du Congrès de Mme Gandhi, même si j'observe aussi les élections en Inde. Oui, en 2013. Hein, voilà. Et là, c'est en 2012 que les choses se passent. Alors, quelle question à Pierre Moscovici ? Alors, effectivement, j'ai entendu l'annonce du retrait des troupes françaises de l'Afghanistan dès 2013. Et c'est un peu étonnant que cette annonce soit faite de cette manière unilatéralement, surtout quand on anticipe une espèce de grand chaos et un grand vide en Afghanistan et dans la région de Pakistan. Dès 2014, quand les troupes de l'OTAN doivent se retirer, comment est-ce que vous expliquez cette annonce un peu hâtive ? Elle n'est pas hâtive, c'est une annonce normale dans une campagne présidentielle que de savoir ce qui se passe par rapport aux grands choix qui seront à faire le lendemain. Parce que je voudrais rappeler que l'élection, c'est le 6 mai.
que la prise de fonction du président, c'est entre le 12 et le 16 mai. Et puis il y a un programme international bien chargé. Tout de suite, il y a le G8 à Camp David. Et puis, il y a le sommet de l'OTAN, où nous aurons à parler, notamment avec nos amis américains, mais avec tous nos partenaires et tous nos alliés de cette question. Et il était naturel que François Hollande dise ce qu'il allait faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Nous avons toujours été favorables à l'engagement de la France en Afghanistan. J'étais ministre du gouvernement Lionel Jospin en 2001, quand nous avons décidé d'envoyer des troupes. Ce qui s'est passé, et nous avons toujours été clairs sur ce sujet-là, c'est qu'en 2007, Nicolas Sarkozy, arrivant en responsabilité, a décidé, de réintégrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, sans contrepartie véritable et sans avantage à ce stade véritable, et 2, de changer la mission des troupes françaises et d'en envoyer plus dans des zones qui étaient des zones plus dangereuses. Et un mouvement général, d'ailleurs, s'est engagé pour le retrait, 2014, pour tout le monde. Eh bien, nous disons que notre mission, elle est accomplie. Et que nous allons retirer nos troupes dès la fin 2012, et nous le ferons en bonne intelligence, en bonne coopération avec nos alliés. Je le dis ici par souci de transparence. Il ne s'agit pas de dire aux autres « imitez-nous ». Nous sommes toujours intéressés et préoccupés par la situation de la région et par la situation de l'Afghanistan. Nous ne nous désintéressons pas de ce qui se passe là-bas. Nous ne nous désengageons pas des efforts qu'on appelle les efforts d'afghanisation. Mais le moment venu, c'est aux Afghans de prendre eux-mêmes la situation en main. Mais ce qui se passe, ce qu'on a vu d'ailleurs avec cet incident de Toulouse, que beaucoup de Français même se partent vers l'Afghanistan et le Pakistan pour s'entraîner, il y a quand même cet endroit de la Terre qui est devenu quand même extraordinairement dangereux, qui est devenu une espèce de nourricier du terrorisme international. Est-ce que c'est responsable à ce moment de dire on va quitter cet endroit de la planète et le laisser pour compte? Je comprendrais ce raisonnement si tout le monde était en train de dire nous restons jusqu'en 2020, 2025, etc. De toute façon, tout le monde a prévu 2014. Et ce qui veut dire que la lutte contre le terrorisme, que la solution politique en Afghanistan doit prendre d'autres formes pour tout le monde. Et nous faisons notre geste propre. En 2012, nous le faisons encore une fois en concertation avec nos alliés. Il faudra qu'on ait des discussions sur les aspects logistiques, sur l'engagement financier, etc. Il ne s'agit pas de dire, voilà, pour nous c'est fini l'Afghanistan. Mais il s'agit de dire, c'est un problème qui n'est plus essentiellement un problème militaire, c'est un problème politique, il faut une solution politique. Et puisque vous êtes là, j'ajoute que la coopération entre la France et l'Inde sera très importante pour nous. Vous avez évoqué des contrats sur l'EPR. Par exemple, nous poursuivons la construction de l'EPR à Flamanville parce que c'est aussi une source d'innovation et d'exportation. Et nous sommes très attachés aux contrats militaires que nous pourrons passer ensemble. Juste une question sur la Chine et l'Inde. En fait, quand je parle avec des politiques en France, tout le monde dit qu'on voit dans la Chine un certain danger quand même parce que ce grand pouvoir, on ne sait pas où il va, il n'y a pas de démocratie. Quelle, dans votre perspective, est la différence entre l'Inde et la Chine, aussi bien économiquement, mais surtout de manière stratégique? En 30 secondes. Oui, de manière économique, elles n'ont pas exactement aujourd'hui le même poids, mais du plan politique, c'est Philippe Dessein qui a donné la réponse. L'Inde est la plus grande démocratie du monde. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la Chine. Et avec les Chinois, nous devrons avoir une politique qui est une politique de coopération, forcément. C'est un pays tellement important, notamment sur l'aspect économique, et qui est aussi membre de toutes les instances internationales, et je souhaite qu'il y ait des évolutions. Je pense par exemple à la position sur la Syrie, comme à la position de la Russie. Tout ça, on ne peut pas en rester là. Nous aurons aussi sûrement des choses à dire aux Chinois sur les droits de l'homme. Il faut toujours le faire avec eux, parce qu'on en a une petite expérience, de la façon la plus appropriée. Il ne s'agit pas de se battre la poitrine en disant vous allez faire ci, vous allez faire ça. Je me souviens du candidat Sarkozy en 2007 qui disait c'est fini pour moi la réelle politique et je parlerai aux grandes puissances et je leur dirai ceci et cela. Le seul résultat, c'était l'humiliation de la France et l'inefficacité. Moi, je ne veux ni d'humiliation ni d'inefficacité, mais je veux que les bons messages passent au bon endroit. Merci Béjou pour ces questions. Alors, autre interrogation sur un dossier sensible du monde, duquel on parle actuellement, les relations notamment avec l'Iran, Israël et Iran. Question d'un internaute que vous voyez ici. En cas de conflit entre Israël et l'Iran, quelle serait la position de la France? Même si les États-Unis, évidemment, freinent actuellement une telle perspective militaire. Vous répondez sur cette... Oui, 3 éléments d'analyse. Le premier, c'est que je considère que la perspective d'un Iran nucléaire est une perspective dangereuse pour le monde. Il y a là quelque chose qui ne peut pas, qui ne doit pas être toléré. Et il ne s'agit pas d'être dans une attitude de tolérance ou d'indulgence.
l'idée d'une arme nucléaire iranienne, et c'est une menace qu'on doit prendre en compte. La deuxième chose, c'est que la politique qui est suivie, c'est-à-dire celle qui articule de la fermeté nécessaire et un dialogue, j'espère possible encore, cette politique de sanctions et de dialogue, elle doit être poursuivie. Et enfin, la troisième chose, c'est que j'estime qu'au stade où nous en sommes, une intervention unilatérale israélienne, et nous l'avons dit, et François Hollande l'a dit, serait tout à fait inappropriée, inopportune, et créerait beaucoup plus de problèmes régionaux et de problèmes mondiaux qu'elle n'en résoudrait. Mais nous aurons à discuter ça avec à la fois le gouvernement iranien demain, mais avec la fermeté nécessaire, et aussi avec nos amis israéliens. Les messages ont été passés en Israël, où Laurent Fabius s'est rendu. Alors, un mot, aujourd'hui même, François Hollande présente son programme sur une année, les premiers jours, etc. Différentes choses, on ne va pas prendre point par point les dossiers internationaux. Je voudrais qu'on parle de l'Afrique. On se souvient du fameux discours de La Baule, qui assortissait donc l'aide à un effort de démocratie. Ensuite, il y a eu le candidat Sarkozy qui parlait de la fin de la France-Afrique. À chaque fois, l'Afrique revient dans ses campagnes françaises. Quelle serait la rupture, ou en tout cas le changement que François Hollande introduirait dans cette relation? Il y a d'abord des efforts qui sont à accentuer. C'est prendre en compte la situation de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent tellement proche de nous, un continent qui connaît maintenant la croissance, qui est en train de sortir du marasme. Mais nous devons accentuer notre effort de développement. Je rencontrais Melinda Gates, qui donc est la principale donatrice avec son époux pour l'Afrique, pour la santé, pour les vaccins contre le sida, pour la contraception, pour l'agriculture, pour le sort des femmes. Nous devons être aux côtés de cela. Le développement, ça c'est la première chose. Mais pour la gouvernance? Alors, pour la gouvernance, après, il faut aller dans le sens du soutien à la démocratie. Je me réjouis par exemple qu'au Sénégal, on ait pu avoir une alternance accomplie et qui s'est déroulée dans des bonnes conditions. On voit que c'est possible quand même. Alors que le Mali est préoccupant. Alors que le Mali est un sujet de préoccupation. Et puis il y a une troisième chose, c'est notre attitude par rapport à l'Afrique. On l'a beaucoup dit dans le passé, mais François Hollande le fera. La France-Afrique, ça doit être fini. Il n'y aura plus de cellule Afrique à l'Élysée. Nicolas Sarkozy l'avait promis. Il l'a promis, il a fait exactement le contraire. On a vu la cellule à l'Élysée, on a vu des intermédiaires sur lesquels je ne m'étends pas trop. Tout ça ne doit plus exister. De la même façon qu'il n'est pas normal que ce soit tel ou tel pays africain qui choisisse son ambassadeur. C'est à la France d'introduire un rapport sain avec l'Afrique, et ça vaudra aussi pour nos accords de coopération militaire. Il faut un changement de philosophie. Il faut un respect de l'Afrique, il faut aider au développement de l'Afrique, il faut une politique africaine qui entre dans le XXIe siècle, dans l'ère d'un monde multipolaire où l'Afrique ait sa place, quelle est sa place aussi au G20, quelle est sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout ça, c'est fondamental. Nous allons recevoir Serge Moati dans une seconde. On vous sent à l'aise pour parler des questions internationales. On dit parfois que une éventuelle victoire de François Hollande, les affaires étrangères vous conviendraient bien. J'imagine, je ne vais pas avoir de réponse de votre part aujourd'hui. Absolument pas. Si vous voulez que je vous confirme que ces sujets me passionnent, la réponse est oui. Très bien. Mais pour le reste, vous savez, moi je suis totalement centré sur une idée et une seule, faire gagner, aider à gagner. Pas le faire gagner parce que c'est lui qui va gagner avec nous, aider François Hollande à gagner pour être un nouveau président. Le reste suivra. On verra. On vous posera la question dans d'autres occasions. Mais je pourrais revenir à TV5 Monde, quoi qu'il arrive. Il n'y a aucun problème. Je reçois Serge Moati. Nous recevons Serge Moati, que nos téléspectateurs connaissent bien, des émissions mythiques, Riposte, etc. Et Serge Moati a un œil très particulier sur les coulisses de l'élection présidentielle française depuis bien des années. Serge, est-ce que vous allez encore faire avec TV5 Monde cette année? J'ai ce privilège-là. Voilà. Merci à TV5 Monde de m'accueillir dans cette émission. Oui, je filme la politique française depuis Vous avez très filmé, longtemps, par exemple, Pierre Moscovici à d'autres occasions? Oui, mais c'est de plus en plus compliqué de filmer les coulisses. Mais ça fait rien. Enfin, on essaye quand même. Et donc, j'essaye de ne pas filmer les trucs officiels, les perrons, les meetings, tout ça, etc., mais de filmer autrement. Là où se fait la décision démocratique, là où se prend la décision démocratique, là où ça se passe vraiment, c'est-à-dire, au fond, aussi dans les sections... à la base, dans les réunions d'état-major, enfin partout où ça se dit, ça se fait, ça se commente et où la République se vit. Donc c'est ça qui me paraît important. Et voilà, et donc vous m'accueillez pour vous montrer je vous en remercie beaucoup, Philippe, Nous sommes heureux de vous accueillir à cette table de France 2012. Merci à vous, Pierre Moscovici, d'être venu nous voir. Nous nous verrons peut-être dans d'autres conditions, en effet, à 18 jours de ce premier tour. Donc vous nous disiez, tout le monde est mobilisé, il n'y a pas de remise en question, on y va, on bosse. Pour 2 ou 3 mots d'ordre, le changement. Et c'est maintenant que ça se décide. Donc il faut y aller à fond. Le rassemblement, parce que Nicolas Sarkozy
C'est le cas aussi en la politique étrangère, n'a jamais rassemblé, il a toujours divisé, clivé, opposé d'ailleurs les Français entre eux et les Français aux étrangers. Et enfin, mobilisation, parce que nous voulons un premier tour, qui soit un premier tour avec participation élevée et avec un score élevé de François Hollande pour lui permettre de l'emporter au second. Merci d'avoir été des nôtres. On va regarder ce regard impressionniste dans les coulisses de Mélenchon. On regarde.